Ah. T'aimes bien? Ça va. Ouais. Il y a des plantes qui flottent. Ah, il y a même des poissons. Ouais. Ah, il y a des bulles. C'est un aquarium. Ça ressemble à ça. C'est cool. Mais toi, quand t'es né, ça ressemblait à ça ou pas les aquariums aussi? Moi, mes aquariums, il n'y a pas de vie, il n'y a rien, il n'y a que des cadavres. Ah, ok. Ouais, Ça s'appelle un mortarium? ouais, un mortarium. C'est l'opposé de vivarium. C'est mortel. On n'a pas une vidéo à tourner, là? Ah ouais. Ça serait peut-être plus ça, donc il faut qu'on fasse. Ok. Eh ben, on tourne la vidéo. Allez, c'est parti. Ok, ah, c'est cool. Bon alors Lucas, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire un petit duo. Hein. Ouais. Je sais que tu aimes bien parler de sujets bien techniques, bien soporifiques. Ouais, un truc qui change un peu de ce qu'on voit habituellement. Ouais, voilà, ouais, mais c'est pas plus mal. Et bah du coup, de quoi tu vas parler aujourd'hui? Ben aujourd'hui, j'aimerais présenter et qu'on parle de quelque chose qui est important. C'est à la fois le savoir dans l'aquariophilie. Le savoir. Comment est-ce qu'on fait de l'aquariophilie? Ouais. Et en même temps, quelles sont les techniques qui ont été apportées depuis le savoir? Et est-ce qu'on peut se contenter uniquement du savoir ou uniquement de la technique? Ou est-ce que forcément il y a un lien entre les deux qui peut se faire? Dans la technique, tu parles de l'automatisation, le machin, tout ça. Pas forcément l'automatisation, mais tu vois, par exemple, on va voir sur certains points, mais est-ce que faire un aquarium qui va se filtrer tout seul, c'est plus intéressant, autant intéressant ou moins intéressant qu'un aquarium, par exemple, qui aurait un filtre interne ou externe, préfabriqué, qu'on mettrait dans l'aquarium? Bien. Alors, du coup, tu scindes ta vidéo en deux. C'est ça. À savoir, le savoir. Le fameux. Et puis... Et de l'autre côté, vraiment le côté technique, ce côté, on va dire, plus industriel, en fait, de l'aquario au final, quoi. Comment est-ce que certains professionnels répondent à des besoins particuliers avec des produits? Alors, du coup, par le savoir, qu'est-ce que tu appelles le savoir, du coup? Le savoir, très bonne question. Le savoir, c'est vraiment ce fait d'être conscient de savoir, finalement. C'est juste, je sais ce que je fais, je sais où je vais et je sais pourquoi je le fais. La connaissance, l'acquis, l'expérience, etc. Exactement. Okay. Donc, ce que faisaient un peu les anciens. Et ensuite, donc, du coup, technologie... L'opposé, voilà, ce côté technologie. Quels sont, au final, les appareils? Je sais que, par exemple, toi, tu m'as déjà parlé de faire comme des écumeurs dans certains bacs, mais sans en utiliser directement, juste quasiment avec du transfert d'air. Est-ce que c'est quelque chose qui peut apporter, finalement, à l'aquario, ou est-ce que, bon, mettre un écumeur, ça marche 1000 fois mieux, il ne faut pas se prendre la tête avec ce genre de choses-là? Ouais, ok. Le premier point que je voulais voir avec toi, c'est ce côté l'aquarium, déjà, comme on a là. Est-ce qu'il y a un intérêt de le faire soi-même, sur mesure, d'acheter son verre, fondre son verre, non, je pense qu'on a déjà répondu à la question, mais voilà, d'acheter son verre, faire sa silicone, tout coller soi-même et partir tel quel, ou est-ce que, non, franchement, la différence entre le prix, le temps que ça va faire, autant d'acheter un tout fait, tout fabriqué, ça sera plus beau et plus propre? Alors, moi, je dirais qu'il y a un problème économique. Fabriquer son propre bac, finalement, c'est économique. Hein. On peut faire avec du verre de récupération ou on achète du verre déjà taillé. Mais si on est bricoleur, on va le tailler soi-même, on va le poncer, on va le coller. Et peut-être que l'intérêt, c'est de le faire aussi vraiment sur mesure. Je sais aussi qu'on peut acheter des aquariums sur mesure. Donc, moi, je pense que c'est une histoire d'économie, si on le fait soi-même, évidemment. Une histoire aussi de délire. Si on aime bien bricoler, je pense que voilà, ça se discute pas. Hein. Maintenant, si on n'a pas le temps, qu'on veut quelque chose de tout fait, ça vaut le coup de l'acheter. Et puis, je pense que le prix des bacs qui sont vendus, bacs industriels, on va dire ça comme ça, c'est vraiment abordable. Qu'on va retrouver entre, malheureusement, moins de 20 litres, mais on va dire entre 20 litres et 500, 600 litres. Ouais, c'est vraiment de l'industriel. C'est de l'industriel et c'est vraiment abordable, franchement, ouais. Quand on veut bien des volumes plus gros, à partir de 1000 litres, c'est vrai qu'il faut quand même plus se renseigner, voir peut-être presque des gens qui les font sur mesure. Ouais, je pense qu'il faut partir sur du sur mesure. Voilà, parce de que manière industrielle, mais ça reste des gens qui le font à partir de pièces en verre. Très bien. Pour le meuble, pour le coup, parce que tu vois, l'aquarium, généralement, on le pose pas sur le sol, c'est mieux. Le meuble, étant donné le poids d'un aquarium, je pense qu'il vaut mieux faire confiance à des meubles déjà dédiés aux aquariums. Hein. On peut le faire soi-même, mais il faut être sûr de soi. Hein. Il faut être sûr de soi et surtout, il faut savoir sur quel matériau on va aller. Ouais, généralement, c'est fait. Hein.
en bois, mais c'est surtout du... comment ça s'appelle? Oui, de l'agglo, des trucs comme ça. Et ça bouge beaucoup moins qu'une planche en bois qui, elle, va travailler avec le temps, avec le poids. Ça dépendra comment est fait ton meuble à la base. C'est la conception du meuble qui va faire sa résistance. La planche en bois brut, si tu l'as bien vernie ou voire carrément résinée, elle bougera plus. Hein. Mais après la structure qui va dessous finalement, parce que la planche ça supporte dessus, mais il faut quand même que le poids soit réparti. Tu peux faire des meubles en alu, tu peux faire des meubles en fer si tu sais souder. Enfin, je veux dire, après, le mec qui bricole, il va toujours se faire plaisir. En dehors des petits nanos, tout le reste, je le fais moi. Je fais qu'avec de la récup. Ameublement, j'ai fait mes étagères moi-même. Par contre, j'ai une commode bien robuste. Celle-là, je l'ai pas faite. Hein. Je veux dire, il y a des limites. Après, je pense que c'est déjà les gens, leur aptitude à bricoler. Et puis ensuite, des fois, la facilité, c'est aussi une très bonne solution. Oui, et puis c'est même la meilleure des solutions parce que c'est la plus sûre. Faire un aquarium soi-même, si on l'a mal fait, ça fuit ou ça se décolle. Entre l'aquarium et le meuble, effectivement, le jour où ça casse, je suis pas sûr que l'assurance déjà prenne en charge. Ouais, et puis de dégâts des eaux. Et puis sans parler d'assurance, quoi. Je veux dire, ça met un coup, quoi. Si tu fais ton bricolage et que ça pète, voilà, ça vous met un coup au moral du bricoleur et malheureusement de toute la vie que ça pouvait comporter dedans. C'est clair. Si on est à la maison. Point suivant que je voulais voir avec toi, l'alimentation des poissons. Ça, c'est hyper facile, on en trouve partout. Il y a plein de marques qui proposent des granulés, des paillettes, des animaux, enfin des insectes séchés. Ça dépendra des espèces. Je pense qu'on peut faire confiance déjà à l'alimentation du commerce. Maintenant, sur des poissons un peu spécifiques, faire un apport de congelé, déjà vendu dans le commerce. Faire un apport de, par exemple, comme les crevettes, tu vois, les feuilles, des trucs comme ça, on peut le faire soi-même. La bouffe, on peut la faire soi-même. Il y a des petites recettes déjà qui circulent sur le net. Pour les poissons, ça dépend des espèces, mais du surgelé qu'on achète dans le commerce, hein, des petits éperlans, etc., les moules congelés. Ouais, pour prendre du gros, effectivement. Je pense que, moi, la bouffe du commerce, j'y fais confiance. J'aime bien compléter avec du surgelé. J'aime bien varier les alimentations pour essayer de combler d'éventuelles carences. Je pense que tu fais pareil. Oui. Et je pense qu'on fait tous pareil, en fait. Ouais, moi j'aime bien ce côté aussi alimentation industrielle, parce que dedans je suis sûr de retrouver des oligo-éléments, des nutriments et des vitamines. La composition est toujours... que je peux pas être sûr de donner en mélangeant effectivement, comme tu disais, les alimentations surgelées, mixées, de la moule ou autre, que j'achète dans le commerce. Normalement il y en a, mais on sait jamais par quoi ça a été traité, on sait jamais exactement ce qu'il y a. Oui. On est sûr d'apporter quelque chose de nutritif, mais est-ce qu'il y a vraiment tout dedans? Après, le puriste peut faire lui-même sa nourriture, mais il faut connaître un peu les filières des produits. Moi, par exemple, je pêche la carpe. Je fais aussi mes bouillettes. Donc, tout ce qui est protéines, je peux l'avoir. Hein, des protéines assez haut de gamme et tout ça. Donc, je peux faire une bouffe pour les poissons, pour les crevettes, avec des protéines solubles, des hydrolysats, des protéolysats. Donc là, on rentre vraiment dans un truc qui n'est pas du tout à la portée de l'aquariophile débutant et même classique. Là, il faut être... là, ça devient c'est touché à d'autres catégories au final. Ouais, parce que les farines, il y a plein de catégories. Il y a aussi un élément à prendre en compte, c'est le coefficient d'utilité digestive, c'est-à-dire savoir qu'est-ce qu'il arrive à en tirer le poisson au final. Voilà, exactement. Savoir si ces farines sont digestes, etc. Là, on rentre vraiment dans un truc très complexe. Donc, c'est pas à la portée de tout le monde. C'est pour ça que la nourriture du commerce, je pense qu'on peut... Allier les deux au final, ça pense être le meilleur... oui, avec du surgelé et de la nourriture du commerce. Après, rentrer dans le hard de faire sa propre alimentation. Il faut être diététicien pour poisson presque au final. C'est ça. Voilà. C'est un métier qui ne doit pas beaucoup exister. Hein. Non, ça n'existe pas, mais bon, voilà, moi j'ai des études en aquaculture, donc j'ai déjà des bases, plus mon expérience de pêche qui dure depuis des dizaines d'années. Je peux faire une nourriture à peu près adaptée. Je vais pas dire que ça sera la meilleure du monde, hein. C'est loin de là, mais voilà. J'ai fait quelques essais, ça marche, mais la nourriture du commerce c'est tellement facile. Ouais. Voilà. Tu ouvres, c'est prêt. C'est fait. Ça marche vraiment bien. Ouais, carrément. Est-ce que tu es prêt à rentrer dans un débat un peu plus houleux que l'alimentation? Vas-y, dis-moi. Les bactéries. Ah. Un produit où, pour le coup, on entend de tout, de n'importe quoi, du vrai, du faux. Chacun peut avoir son propre opinion. Les bactéries, au sens large, on en utilise souvent en aquarium, quand même. Il y a les personnes qui vont les utiliser en entretien, et il y a ceux qui vont les utiliser en démarrage. Ouais. Toi, pour toi, est-ce que, déjà, le côté
effectivement savoir, c'est j'ai un aquarium qui tourne déjà, je récupère ces fameux filtres, enfin ce jeu de filtre ou comme vous l'appelez, jeu de chaussettes, peu importe, je le mets dans mon nouveau bac et normalement je suis bon. Ou alors l'effet inverse de je sais qu'en laissant tourner mon bac 3 semaines, 1 mois et demi en fonction de la température, ça va se mettre en place tout seul. Ou est-ce que je dis plutôt je vais utiliser la technologie, donc des marques qui produisent leurs bactéries, leurs souches bactériennes, ou des produits qui activent les bactéries, en fonction des marques. Voilà. Je mets dedans, et là, je suis sûr d'avoir les bactéries. Toi, tu es plutôt sur quelle hypothèse ? Pour avoir essayé toutes les solutions que tu viens de citer, toutes marchent. Maintenant, il faut faire les choses correctement avec les bons protocoles. Laisser cycler un bac, oui. Petite astuce, je mets toujours un petit peu de bouffe dans le fond du bac pour que la montée de nitrite se fasse au bout du 14e, 15e jour à 20 degrés. Attendre la fin de ce pic de nitrite, donc c'est-à-dire à peu près 3 semaines. Ça se tombe bien. Ça marche, c'est une valeur sûre, il n'y a pas de problème. Le jus de filtre, ça marche très bien. Par contre, il faut bien vérifier que le bac dans lequel on prélève ça, il n'y a pas de parasites. Genre, vous faites des bacs à crevettes, vous prenez ça dans un bac où il y avait des planaires. Donc là, vous flinguez tout. Donc ça, il faut être sûr du coup. Mais le jus de filtre, ça marche. Par contre, on ne fait pas un jus de filtre et on met les bestioles dedans. On fait un jus de filtre, on laisse tourner 24 heures, on remet un petit peu de jus de filtre, on relaisse tourner 24 heures, on peut mettre un petit peu de bouffe. Il faut quand même nourrir ces bactéries. Voilà, ça marche. Enfin, ça marche. On l'a essayé, on l'a fait dans la shrimp maintes et maintes fois pour démarrer des bacs en urgence. Ça marche. Donc, on le sait, mais il faut faire des choses quand même correctement. Et après, les bactéries qui se vendent dans le commerce, alors, il y a beaucoup de débats là-dessus. Ouais. Bon, là, tu soulèves un petit peu une mauvaise pierre, entre guillemets. Mais il y a clairement dans le commerce des bactéries qui sont pas très efficaces. Il y en a d'autres qui marchent super bien. Ouais. On les a essayés aussi pour des démarrages en urgence. Ça marche. Pour des démarrages en urgence, moi, ce que je conseille aux gens, et que je répéterai toujours, on ne nourrit pas ces bestioles. Vous mettez vos poissons, vos crevettes dans un bac que vous venez de fraîchement démarrer. Vous attendez que le bac, les bactéries soient actives, qu'elles soient efficaces et qu'elles s'habituent déjà à la charge du biotope que vous avez créé, à la charge de la biomasse qui a été introduite dedans. Et on nourrit au fur et à mesure pour habituer tout ça. Parce que ce sont quand même des bactéries fraîches, elles sont pas rodées, entre guillemets. Donc, il faut le temps qu'elles se multiplient. Quand même. Voilà. Normalement, tu es censé avoir la charge bactérienne efficace, mais c'est jamais le cas. Et puis un bac tout neuf ne produit pas au début d'ammoniac. Oui, il faut déjà le temps qu'elle s'installe et qu'elle se multiplie, voilà, qu'elle commence à prendre la température. Il faut voir les pertes. Elle ne s'alimente pas directement. On introduit des bactéries qui n'ont pas à bouffer. Donc il faut mettre les poissons qui produisent déjà de l'ammoniac et progressivement à les nourrir. Donc oui, ça marche. Il y a quelques bactéries qui sont connues, vous pouvez leur faire confiance, il n'y a pas de problème. Après, il y a des bactéries qui le sont moins. Bon, bref, voilà. Après, tu parlais d'entretien. Oui, nous, personnes qui vont juste le mettre dans le bac comme ça, une fois qu'ils ont fait un peu de nettoyage de filtre, où ils disent voilà. Oh, j'ai peut-être touché un peu à ma bactérie, allez, j'en remets un coup, comme ça je suis sûr d'être bon. On a le Zenfish, le Zenshrimp qu'on utilise depuis maintenant des années, c'est nous qui l'avons formulé. Ça marche ? Et ça marche. Tu le vois bien. Ah oui, ça marche très bien. Donc, on reçoit des crevettes, par exemple, on met obligatoirement du Zenshrimp. Ouais. Ça permet, dans les premiers jours, de faciliter la mue, par exemple. Voilà. Nous, c'était un point noir au début, on avait un peu de casse parce qu'elles n'arrivaient pas à muer. Ben, avec ça, elles arrivent à muer. Donc, c'est pas, on va pas parler de produit miracle. Le paramètre, mais voilà, mais oui, clairement, ça facilite l'accès, quoi. C'est pas un produit miracle, mais en entretien, je trouve que c'est pas mal. Après, si on a 3 poissons dans un immense bac, pas besoin de mettre des bactéries en entretien. On fait un changement d'eau de 20%, et il reste encore des bactéries, etc., etc. Voilà. Bon, on pourrait en parler des heures là-dessus. Pour moi, les 3 solutions marchent. Il faut simplement respecter les protocoles. Voilà. Si on met 10 poissons rouges dans un 60 litres avec des bactéries, et puis qu'on balance un pot de bouffe dedans, c'est mort. Étonnamment, ça marche un peu moins bien. Ouais, oui, les charges bactériennes qui sont vendues dans le flacon en fonction du volume, c'est pour une population logique. On part jamais avec 100% de sa population dès le départ, peu importe la technique qu'on emploie de toute façon, donc avec les bactéries. Et c'est vrai que voilà, il y a quand même le marché fait aussi l'offre et la demande. Et c'est vrai qu'il y a des bactéries qui n'ont pas marché, qui ne marchaient pas vraiment. Ouais, qui n'étaient pas. Parce que les formules n'étaient pas bonnes au final. Alors pas bonnes ou l'usage, on n'a pas respecté les protocoles ou les protocoles n'ont pas été annoncés, donc on les utilise mal aussi. Oui, ça peut être fait. Ça peut être ça aussi. Bon. Après, il y a quand même pas mal de producteurs qui
ont soit des fois bien voulu jouer le jeu, et donner des compositions un peu, entre guillemets, au monde de l'aquario, et d'autres qui ont au contraire vraiment fermé le jeu et pas voulu donner leur composition, et étonnamment, certains qui n'ont pas donné leur composition, quand on regarde un peu de plus près, on retrouve encore notamment des charges assez impressionnantes de nitrobactères. Ouais, bah après, il faut un équilibre. Il faut un équilibre, mais tu vois, par exemple, c'est tout un tas de trucs. Pour moi, c'est vraiment la bactérie qui, dans les années 90-2000, on a vendu à fond en disant c'est la bonne bactérie, allez-y, bombardez. C'était celle qui arrivait à calmer le plus vite ta montée de nitrite. Mais derrière. Mais au final, en fait, il s'en aperçut que pas du tout. Bah, en fait. Elle touche à rien, en fait. Ça touche à rien. Elle est juste là. Et parce que elles évoluent dans les milieux aquatiques comme n'importe quelle bactérie. Et effectivement, quand ils ont commencé à mettre donc Nitrospira, Nitrosomonas dans les compositions, là, en fait, là, on avait le cycle. Bien, quoi. Bah ouais, on avait le cycle. Ouais, bon. Donc bon. Après, on retrouve encore des personnes qui vont avoir ces besoins de mettre des bactéries et de dire j'attends quand même que ça se mette en place, etc. Ouais, voilà. Puis je mettrai les poissons. Mais il y a un petit creux entre les deux. Voilà, et souvent dans ce petit creux-là, il n'y a rien à bouffer pour ces fameuses bactéries. Donc, et c'est là où soit on met un peu de bouffe, soit on met carrément les premiers arrivants direct dans l'aquarium en même temps. Sans les nourrir, mais par contre... Mais que ça vienne salir en fait. Voilà, oui, ils produisent de l'ammoniac, donc après le cycle de l'azote se crée, c'est virtueux de toute façon. Incroyable. Ouais. Bon, on a passé ce moment houleux. Voilà. Je te propose de passer sur un truc un peu plus doux. Le système de filtration. Le côté savoir, pour le coup, ça sera plutôt le côté... Je fais une décante, je sais comment fonctionne une circulation d'eau, je sais comment fonctionne chaque élément que je mets dans ma décante pour venir filtrer cette eau. Ou alors, est-ce que je prends un pack tout complet avec une pompe externe ou une pompe interne, je vais utiliser les médias filtrants qui sont donnés dedans, je branche, et c'est parti. Alors, décantation interne, ça me rappelle pas mal de souvenirs. J'utilisais ça sur des bacs un peu volumineux. D'accord. Voilà, parce que sinon ça bouffe de la place. Donc interne, c'est vraiment dans le bac, ouais, pas en dessous. Non, interne, en fait, c'est la décantation, c'est le filtre qu'on vend avec des aquariums de base et tout. Ouais. Et ça marche bien. Ça marche bien. Alors bon, le truc, c'est que... c'est pas très beau, quoi. Non, c'est pas très beau. En même temps, on arrive quand même à le masquer. Ouais. En fait, c'est juste que le volume de médias filtrants qu'il y avait dedans, pour moi, il n'est pas assez important. Voilà. Okay. Moi, j'aime bien bastonner en filtration. Alors, c'est encore un autre sujet. Faut pas trop filtrer. Voilà, en filtration ou en volume d'eau, par exemple? Les deux. Je préfère un gros volume de médias filtrants, mais pas forcément un gros débit. Ok. Voilà. J'aime bien que ça prenne le temps de circuler, mais pas la peine de mettre non plus là où dans l'aquarium. C'est clair. Okay. Donc décantation interne, si on a de la place, ça vaut le coup. Il y a beaucoup de bacs sur mesure qui sont faits avec des décantations internes, faut pas l'oublier, et ça marche très très bien. Moi, j'aimerais sont quand même bien cachés sur les côtés du bac. On dirait presque que le bac qui est terminé, mais en fait. Ouais, en fait c'est masqué avec par exemple un scotch noir, et puis ça fait comme si c'était intégré, une intégration dans un ameublement. Enfin, c'est pas mal. C'est vrai que souvent ça saute rapidement, quoi. Genre, les gens ils ont ça au début, comme tu disais dans les petits bacs de départ, puis ils disent ouais mais j'aimerais bien quand même l'enlever parce que le côté esthétique c'est pas facile des fois à cacher. C'est ça. Et souvent ça part soit sur une décante fait à la main en dessous, soit sur un filtre externe. Et tu vois, après j'ai mes petits nanos à la maison entre 15 et 30 litres, j'ai mis des petites Eden, tu sais les petites pompes externes qui servaient pour siphonner, etc. Okay. Donc je filtre mes nanos là-dessus parce que justement je veux vraiment garder de la place. Donc je filtre avec des filtres externes et ça marche bien. Ça marche bien. Bon là ici c'est des filtres externes en dessous. Après tu as la décantation externe, génial. Sauf que il faut que ça soit bien foutu parce qu'en cas de panne de courant, en cas de problème technique, ça peut déborder. Il faut bien calculer son volume de manière à ce que quand le bac va se vider jusqu'à ce que ça s'arrête, ça remplisse la décantation sans déborder, etc., etc. Donc là, il y a tout un travail, mais par contre, en termes de filtration, sur les bacs marins, c'est le top, parce qu'on peut intégrer tous les process de filtration dedans. Bac d'eau douce, vous balancez un max de médias filtrants, des biocérapontes, des machins, des trucs, enfin, ça prend son temps de filtrer, quand l'eau sort, elle est nickel. Ouais. Donc ça, c'est top, mais il faut de la place, il ne faut pas se rater. Donc, quand on le fait tout soi-même, tu veux dire? Ouais, ou de toute façon, à acheter, il y a très peu de bacs qui sont vendus avec ce genre de... il faut aller gros volume et encore. Voilà. À part en marin, où effectivement, on en retrouve quasiment systématiquement. Ouais, voilà. C'est vrai qu'il faut même en acrylique, c'est sympa, mais ouais. Après, oui, tu as ce que j'aime bien aussi, c'est du low-tech, donc que des médias filtrants dans le bac, éventuellement une pompe de brassage ou un bulleur, et ça se débrouille.
Au final, est-ce que le low-tech, ce serait pas l'idée de se dire, le savoir, franchement, si je sais ce que je fais, ça suffit. J'ai peut-être pas m'enquiquiner à apprendre toutes les technologies en fait, qui me faciliteraient la vie, parce que je les maîtrise. On se dit ça marche. On n'a pas une grosse densité de bestioles dans l'aquarium, donc on n'a pas une grosse pollution, donc on se prend pas la tête. Voilà. Quand tu élèves des kilis, c'est du low-tech. Hein, il n'y a quasiment pas de médias filtrants dans les bêtas. Oui, pour des poissons qui vivent dans des flaques d'eau à l'origine. Voilà, donc là, on se pose pas de questions, on va pas filtrer. On fait des changements d'eau réguliers, ça par contre. Oui, des poissons effectivement qui ont... Et les crevettes, mes premiers bacs à crevettes, c'était du low-tech, hein, littéralement. Hein, ça valait une blinde, les crevettes à l'époque. C'est toujours le cas au final. Hein. Quand on regarde bien, je veux dire, généralement, l'équipement pour des bacs à crevettes sont genre moins onéreux et ont besoin de moins de matériel que quand on veut faire des poissons ou des trucs vraiment Aujourd'hui, les gens veulent bien faire, donc ils intègrent forcément un filtre, un chauffage, un éclairage. Moi, enfin, il n'y avait pas d'éclairage, il y avait juste Buller. Par contre, je blindais de pouzzolane. Et puis ça se débrouillait. Et puis dès que la population explosait, je divisais ou je donnais à droite à gauche. Ouais, en fait, tu faisais une surveillance supplémentaire. Je laissais faire la nature, en fait. On cherchait pas du rendement à l'époque. Déjà, il fallait essayer de trouver des crevettes. Il fallait, ça coûtait, ça coûtait cher. Hein. J'ai le souvenir d'avoir eu les premières Rally, ça valait 10 balles pièce. Quand on prenait 10, ça coûtait cher. Hein. Le groupe, il était pas donné, ça c'est sûr. Aujourd'hui, ça s'est démocratisé, ça vaut plus rien. Mais des smileys à 45 €, hein, voilà. Enfin bon, c'est pas. Ils ont quand même moins baissé que les Rally, mais ouais, c'est pas commun. En fait, si ta crevette est bien distribuée, elle va rien coûter. Et Smiley, c'est un grade comme ça. Hein, je veux dire, c'est pour le fun. C'est une manière de se reconnaître, effectivement, et de dire telle ou telle souche ou telle ou telle morphe est intéressante. Tu regardes la Red Cherry, c'est la crevette la plus distribuée, elle vaut rien. À l'époque, elle valait, je crois que c'était 5 € la Red Cherry. Donc ça vaut combien? Je sais plus. Ouais, non. C'était 5 € en échange, hein, je veux dire, c'était même pas sur les réseaux. Sur des sites comme le nôtre, on va la retrouver à 2,40 €, 2,50 € peut-être. Je sais plus. Dans ces eaux-là, donc oui, effectivement, c'est... Pareil, tout marche, c'est une histoire de goût, de confiance, voilà, il faut avoir un petit peu des bases, et puis après, voilà. Mais la technologie, elle est là pour nous faciliter la chose. Hein. Faut pas s'affranchir du savoir, mais avec un minimum de savoir, on peut tout faire aujourd'hui. Maintenant, quand tu as du savoir étendu, tu sais que là, tu te prends pas la tête. Ouais. Le point suivant, pour le coup, ça va être plus une technique, plus un savoir, c'est-à-dire les paramètres. Bon, déjà, les paramètres, moi, personnellement, je sais que je vais y revenir dans une prochaine vidéo. Ouais. Parce que il y a des trucs à dire, des trucs à redire. En 2023, on va faire une vidéo, on va tout mettre à plat, les paramètres, à quoi ça sert, etc. Parce que je vois plein de personnes déjà qui me disent, le pH, encore des personnes qui travaillent dans le milieu de l'aquariophilie, qui disent, ouais, vous avez surveillé votre pH. Oui, vous avez surveillé votre pH, mais ça veut dire quoi concrètement? Enfin, pour quel intérêt? Si tu parles du pH, c'est le paramètre que je ne regarde pas. Voilà, souvent, voilà. Vous avez un problème avec votre aquarium? Oui, vous avez testé votre pH? À quelle heure? Vous cherchez quoi dans votre pH? Quand c'est éteint, quand c'est allumé, est-ce qu'il y a un diffuseur de CO2? Voilà. C'est quoi votre cache? Qu'est-ce que la personne me demande à chercher au final avec ce pH? Ça n'a peut-être pas trop d'intérêt. Mais c'est vrai qu'on a déjà tous entendu ça, je pense. Mais ça, je pense que tu vas le développer dans ta vidéo. Oui. Moi, le pH, je le regarde pas ou très peu. Voilà. C'est important le pH, mais il y a tellement de variables que dans ma façon de voir les choses et dans ce que je fais moi en aquario, je le regarde pas, ou très peu. Je regarde parce que si on a un sol technique, etc., si c'est du Kili, des Notobranchus, on est sur de la tourbe, si c'est pas acide, il y a un problème. Donc on regarde un petit peu. Mais après, c'est une notion tellement variable. Le matin, le soir, éclairé, pas éclairé, est-ce qu'il y a du CO2, quelle météo il fait, etc. C'est quoi votre cache, est-ce qu'il tamponne, est-ce que ça tamponne pas, est-ce que c'est un technique. Bon, il y a tellement de trucs à voir que voilà, résumez vous avez un problème dans votre aquarium, regardez votre pH, c'est du vent, 2 tellement vaste que ça n'a pas d'intérêt. Alors, moi, si tu veux, je vais te donner ma vision du truc. Les paramètres d'eau, aujourd'hui, on a Internet, on peut connaître des paramètres d'eau pour chaque espèce de bestiole. Donc, c'est ça. Donc de là, déjà, prendre des renseignements en amont sur les espèces qu'on va faire, quels sont les paramètres dont ils ont besoin. Deuxièmement, mesurer les paramètres, c'est au goutte à goutte, pour moi, hein, parce que c'est ce qui me semble être le plus fiable.
pas forcément ultra précis, mais fiable. L'électronique, il y a des problèmes des fois de calibration. Les bandelettes, si elles sont périmées, ça part dans tous les sens. Si on respecte pas le timing, on a des valeurs plus ou moins. Enfin, c'est pas très fiable. Donc goutte à goutte, on mesure les valeurs qui sont intéressantes. Les crevettes, ça va être GH, KH principalement, pH éventuellement. Des poissons, les discus, on va aussi regarder GH, KH. On va regarder la température. On peut regarder aussi après les nitrates, etc. Des équilibres dans un aquarium comme celui qu'on a derrière. Ça se voit pas, mais il y a des petits soucis. On va regarder nitrate, phosphate, silicate par exemple, ainsi de suite. Après, une fois que vous avez les bons paramètres dans votre bac, moi je me sers de la conductivité pour regarder s'il y a des variations de paramètres. Je ne contrôle plus rien en fait. Je mets mon conductimètre toutes les semaines. Si je vois une variation de paramètres qui me paraît un peu louche, je refais mes paramètres goutte à goutte. Et là, je sais qu'il y a eu des variations et après, je prends les dispositions pour les modifier. Mais les paramètres, très importants. Les guppies, on s'en fout. Mais il y a des espèces un peu délicates. Toi, tu as des discus chez toi, tu sais ce que c'est. Moi, j'ai eu pas mal de crevettes. J'en ai plus à la maison, mais j'en ai eu pas mal. Donc, selon les espèces, les paramètres, c'était la guerre. Voilà. Les sulawésiennes, les cantos, les si tu veux être bon en paramètres, comment c'est sulawésienne, hein, tu commences peut-être à comprendre. Oui et non. Comment est-ce que ça se... Déjà, comment est-ce que les intéresse? Comment est-ce que les paramètres interagissent à peu près tous entre eux? Alors Sulawesi, c'est un peu spécial parce que c'est très spécial parce que c'est des paramètres déjà qu'on retrouve pas chez nous, qu'on trouve nulle part ailleurs en fait. Comment on peut avoir des eaux avec des trucs aussi ouf? C'est un pH basique avec si peu de KH, si peu de GH. Bon bref, voilà, c'est un milieu à part. On utilise des ciels spéciaux et ça marche bien avec ça et voilà. Non, voilà, ma vision des paramètres, je te l'ai donnée. Après, toi, tu as une expérience beaucoup plus pointue que moi sur le marin. Donc, en marin aussi, les paramètres, voilà. Le pH est très important, le KH est très important. Enfin, tout ce qui est, j'allais dire ça, calcaire, dureté, c'est vachement important en marin parce que ça conditionne la vie des animaux. Oui, c'est vraiment des vrais besoins. Ouais, des vrais besoins. Là c'est vital. pH, si ça vire à l'acidité, c'est la catastrophe. Donc, voilà. Paramètre très important dès qu'on rentre un peu dans l'art de l'aquariophilie. Pour du basique, on va pas se contenter de dire je bois mon eau donc elle est bonne. On la fait mesurer en animalerie qui vont dire oui ça va, ça reste dans les fourchettes valables et on se prend pas la tête. Petit point important, on met pas de l'eau de conduite pour combler l'évaporation, on met de l'eau osmosée parce que sinon on induit des variations de paramètres, notamment l'augmentation de la dureté. Voilà, ça c'est petit c'est toujours bon petit récapitulatif, c'est vachement important. Du coup, tu en parles de ce côté évaporation, l'eau osmosée. Du coup, est-ce que je m'amuse à faire bouillir mon eau, et je récupère l'eau qui ruisselle et puis si tu as envie de ça fait de l'eau osmosée, ou est-ce que j'achète un osmoseur? Putain, c'est trop pratique à la maison. Si t'as pas besoin de beaucoup d'eau osmosée, tu vas dans l'animalerie du coin, tu prends le petit abonnement qui va bien et tous les mardis ou je sais pas, tu as de l'eau gratuite ou à 3 € les 20 litres. Voilà. Donc si le besoin est minime, tu t'embêtes pas, ça vaut pas le coup de oui, si avec un bidon de 20 litres, tu arrives à faire tes changements d'eau pour le mois. Franchement, c'est top. Même pour 15 jours. Oui, après ça dépend à quelle fréquence tu veux retourner. Quoi. Mais voilà, là c'est pas gênant. Maintenant, même quand elles sont pas offertes, ça coûte pas grand chose. Ouais, 3 € les 20 litres. Donc je veux dire, tu t'embêtes pas. Bon, à condition que l'animalerie soit pas loin. Maintenant, et que son eau soit bonne. Si on a besoin de 100-150 litres d'eau par mois pour tous les besoins, on va prendre un autre osmoseur. Voilà. Après, vous allez en animalerie quand même de temps en temps mesurer un petit peu la qualité de l'eau parce embêtez-les un peu sur ça. Ça peut arriver. Ouais. Eux, ils contrôlent pas forcément que la membrane lâche et puis que en fait ils aient de l'eau quasiment comme ça. Ils vous vendent de l'eau de conduite à ce moment-là. Au final. Ouais. Donc meilleur business possible ça. Vendre de l'eau gratuite. C'est pas forcément. Enfin, moi, je pense pas que ça soit volontaire, mais voilà, ça peut arriver de prendre de l'eau de conduite à la place de l'eau osmosée, ça peut arriver. Donc, on fait un petit contrôle de temps en temps, voilà. J'ai tourné des années avec de l'eau de l'animalerie, hein, donc j'ai jamais eu d'osmoseur à la maison, voilà. Et j'en utilise. Après, il y a des astuces, hein. Il y a des petits osmoseurs qu'on a à la maison pour faire de l'eau
Le robinet, tu veux dire? Ouais, enfin, tu sais, le petit robinet complémentaire pour la boisson, il y en a même dans les frigos et tout ça. À fait, ouais. Donc ça peut dépanner aussi. Hein. Oui, ça sort pas une osmosée aussi osmosée entre guillemets. Ouais, elle est intéressante. Mais déjà, voilà, on a éliminé un paquet de dureté, par exemple, dans l'eau. Pour revenir à ce côté savoir contre technologie, un truc qui en partie m'a donné cette super idée de vidéo, c'est l'utilisation tout simplement de produits vis-à-vis des médias filtrants qui permettent de dire oula, j'ai beaucoup de phosphate, parce que je l'ai testé, je le sais par exemple. Est-ce que je m'amuse à faire des changements d'eau jusqu'à éliminer l'entièreté des phosphates, ou est-ce que je mets un produit anti-phosphate dans ma décante, dans mon filtre, et ça fait le travail tout seul? Écoute, ça fait un moment qu'on essaie un peu des produits. Ça marche à peu près, mais on est obligé d'y revenir régulièrement parce qu'on ne résout pas le problème en amont. Donc, produits pour dépanner parce qu'on n'a pas le choix, on n'a pas le temps de faire un changement d'eau, parce que là, on va partir en vacances, parce que pour des raisons, voilà, X ou Y. Pourquoi pas? Mais si on a un déséquilibre dans le bac et qu'on s'amuse à balancer des produits, on va faire ça tout le temps. Donc, à un moment donné, on met aussi des billets dans l'eau. Donc, nous, notre intérêt, c'est que vous fassiez ça, d'accord? Mais en vrai, moi je suis plus changement d'eau et analyser la cause pour tout simplement éradiquer le problème et ne plus avoir ce genre de truc. Donc si j'ai trop de phosphate à un moment donné dans le bac, mon eau de conduite, est-ce qu'il y en a, etc. Tiens, on va mettre des plantes de la cérato, des trucs comme ça va un petit peu pomper tout ça aussi. En fait, les plantes, elles font presque office de ces fameuses... dire produits de synthèse. Hein. Ouais. Alors, mais après, de manière peut-être plus intéressante que l'effet. Elles interagissent avec le bac. Mais bon, si elles pompent des phosphates, elles vont aussi pomper des nitrates, etc. Donc, on va travailler sur les engrais, etc. derrière, parce que si un excès de phosphate, on est en déséquilibre. Donc, on va mettre des plantes, ça va diminuer, mais ça va pas résoudre le problème du déséquilibre. Donc, on va rajouter des nitrates, on va rajouter peut-être... bref. Le savoir, c'est bien, on l'a par l'expérience, mais on l'a aussi par Internet. Donc voilà, des forums, des sites, il suffit un peu de se pencher dedans, de prendre le temps. Il faut le prendre. En aquario, il faut prendre le temps. Il ne faut pas se dire, je démarre un bac, j'ai pas le temps de... Non. Prenez le temps de vous renseigner. Il y a tellement d'infos sur Internet, mais vous ne pouvez pas imaginer. Au début, on achetait des atlas Mergus, on achetait plein d'atlas de tarés pour essayer d'apprendre l'aquario. On rentrait dans les clubs, on avait toujours un mec qui savait, qui nous apprenait les choses, mais on n'avait pas cette information-là qui circulait à la vitesse de la lumière. Aujourd'hui, on a tout ce qu'on veut. Du coup, on se renseigne en amont et puis on trouve les solutions aux problèmes. Mais s'il y a un déséquilibre dans le bac, c'est qu'il y a un problème. Donc, on va chercher la solution. On analyse l'eau au début. Ah, mais j'ai plein de silicates dans le truc. Ah, mais attends. Ah, mais oui, j'ai un adoucisseur à la maison. C'est ça le problème. Il faut passer en amont de l'adoucisseur. Ah oui, l'eau est plus dure. Eh ben ouais, mais on va la couper avec de l'eau osmosée. Et voilà. Donc il y a plein de... C'est de la logique, c'est du raisonnement. C'est de l'habitude, c'est du savoir pur là. C'est du savoir pur, mais qu'on peut acquérir assez facilement aujourd'hui. Et il y a les forums où il y a des gens qui sont un petit peu aguerris qui peuvent aussi y répondre. Donc je vais pas dire on n'a pas d'excuses, mais pourquoi se servir de produits si on a le temps d'agir en amont et de résoudre le problème, voire de résoudre définitivement le problème. Donc moi je suis changement d'eau avant les produits. Par contre, si j'ai pas le choix, je vais me servir des produits. Ah oui, clairement. Mais c'est une facilité. C'est une facilité. Et c'est entre guillemets, un gain plus facile de réussite. Je veux dire, des fois, on trouve la source, on sait pourquoi. Enfin, on sait que ça va pas. Voilà. On se dit, ok, c'est ça, je le change et non, ça va toujours pas. Donc, il y a certains paramètres où c'est chiant, ça fait des algues, c'est chiant, c'est pas beau, c'est pas dangereux, c'est pas grave pour la vie qui est dedans. On peut se permettre de chercher 1 mois, 2 mois, 3 mois pour trouver la raison. Si c'est une explosion de nitrite, là, pour le coup, je préfère, entre guillemets, utiliser... Alors, la nitrite, c'est pas le meilleur exemple, mais je préfère utiliser un produit qui me stoppe les nitrites maintenant et qui empêche mes poissons d'y passer, ou un vertébré, ou peu importe d'ailleurs ce que j'ai dans le bac. Mais après, moi, je regarde... Me dire, bon, attends, pourquoi c'est ça? Pourquoi est-ce que ça le fait? Il y a quelqu'un qui a nourri, il y a toute la bouffe au fond, alors si j'aspirais la bouffe au lieu de chercher... Oui, ça c'est vrai, il faut le trouver, effectivement. Ah bah oui, j'ai nettoyé le filtre hier. Ah, t'as fait un changement d'eau avec? Ah, problème. Est-ce que du coup, t'as pas peur que, je vais dire une nouvelle génération, parce que je pense que ceux qui n'ont pas eu l'utilité des produits avant ont pu acquérir le savoir par l'expérience, on a une nouvelle génération à qui on va vendre des aquariums, comme on a commencé par exemple avec le charbon actif, tout complet,
en leur disant écoutez, vous continuez avec tel produit, tel produit, tel produit, ils vont rencontrer aucun souci au final, parce que les produits vont toujours être là pour tamponner, récupérer le problème avant même qu'il arrive. S'ils utilisent bien les produits au bon moment. En imaginant voilà, qu'ils utilisent bien, on leur dit toutes les 3 semaines vous le changez, alors qu'en fait le produit pourrait durer 6 semaines, mais si on le change toutes les 3 semaines, ça fait plus d'argent pour la personne qui le produit, on va dire, le produit, et surtout t'es sûr qu'il n'arrive pas jamais à court. Donc ça c'est des techniques marketing qui fonctionnent et qui sont employées actuellement. Est-ce que t'as pas peur que ces gens-là, au final, ils apprennent jamais? Ils se contentent juste d'une technologie qui fait que ça fonctionne et ils se disent le savoir, entre guillemets, ça sert à rien, moi je vais faire que de la technologie on verra ce qui se passe. En tant que vendeur, je vais te dire, il faut que des gens comme ça existent et puis il en faut plein. Maintenant... est-ce que c'est ce qu'on veut nous? Non, mais si les gens ont plein de sous dans leur porte-monnaie et que ça leur va de faire de la choréophilie comme ça, tant mieux. Maintenant, je pense que quelqu'un qui est passionné va chercher l'info, va se dépanner avec les produits, puis il va vite apprendre à s'en passer. Produits, on en aura toujours besoin à un moment donné, voilà. Mais si on arrive à faire 100, c'est que mieux. Maintenant, il y a des gens qui veulent un aquarium parce que ça fait joli, parce que c'est dans la hype, c'est style à la maison, c'est voilà. Pour le coup, c'est vrai. Oui, non, c'est vrai, mais qui en ont rien à faire de ce qu'il y a dedans. J'ai des algues, hop là, je mets l'anti-algue, hop, je m'en fous, bref, voilà. Il y a des gens comme ça, et ça existe, il y en a plein. Voilà, ils dépenseront leur argent comme ça. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Mais le savoir empêche pas d'utiliser la technologie. Le savoir, maintenant, on peut l'avoir facilement. Mais est-ce que la technologie peut empêcher de savoir ? Oui, elle peut occulter totalement le savoir, mais à un moment donné, ça tombe en panne ou à force de cumuler les trucs, ça marche toujours pas, on finit par baisser les bras. Beaucoup de gens qui abandonnent parce qu'ils se font envahir par les algues et ils investissent dans plein de trucs. C'est le problème. Ils investissent dans des rampes à pas de prix, dans des produits X, Y, Z, du machin, du truc, et puis ils n'y arriveront jamais. Parce qu'ils ont toute la suite, mais ils ont peut-être pas cette fameuse base qui est l'origine même du problème. Ça les intéresse pas, ou on a beau leur expliquer, ça rentre pas, ils font trop confiance à la technologie, et puis ils se plantent, et puis au bout d'un moment, ils arrêtent. Non, mais c'est vrai, hein, à l'abandon en aquariophilie, je pense que c'est l'un des plus grandes... C'est un peu dommage, après... tristesse, de notre passion, quoi. Les gens qui se disent, non, je voulais, c'était sympa ce que vous faites, mais moi, j'arrive pas. Moi, j'ai deux côtés dans l'aquario. J'ai le côté gamin qui récupère un bac dans une poubelle, qui change le carreau et puis qui se fait son aquarium, etc., etc. Et puis, j'aime bien quand il y a un représentant qui arrive avec le dernier filtre, machin, avec nettoyage automatique, et regarde, il fait même le café, le truc... Ça me plaît, la technologie, c'est énorme. Mais moi, la base, l'aquario, j'ai appris en faisant de la récup, quoi. J'allais chez Rena récupérer les résistances, on changeait le tube à essai. Et puis, on avait nos thermoplongeurs à l'époque, quoi. J'adorais faire ça, quoi. Ah ouais, effectivement. C'était l'émulsion de l'aquario. Toi, tu te retrouves plus à avoir acquis le savoir et à maintenant te dire, ok, grâce à la technologie, je suis plus obligé d'aller souffler dans mon aquarium pendant 12 heures par jour pour mettre du CO2. Au final, tu te dis, allez, là, je peux me poser un peu plus. Ok, ça, je sais que cette technologie, elle fonctionne comme ça, donc telle ou telle chose. C'est plus pratique une bouteille de gaz, faire son petit mélange qui fermente, que, allez, zut, ça mousse, merde, ça va dans l'aquarium. Les bactéries, elles ont plus rien à bouffer, elles sont mortes. Il y a de la fiabilité dans la technologie, c'est certain. Les éclairages qui sortent aujourd'hui, c'est un truc de fou. Nous, on bricolait avec des tubes, machin, on achetait des tubes, et zut, c'est pas le bon spectre, et puis ici, et puis là, et puis il est en fin de vie, alors il éclaire plus assez. Enfin, c'était du délire à l'époque. Aujourd'hui, les rampes, on programme ça, c'est fait, quoi. Il y a même des pré-programmations qui sont bonnes de base en plus, donc. Tu veux trouver les schémas de programmation sur le net. Bleu, éclate-toi. Ouais, c'est juste beau et puis. Voilà, que ça a mis avant. Tu mets en mode gros, tu mets en mode machin, etc. Enfin, technologie, ça nous facilite le travail. Hein. C'est énorme ce qui sort aujourd'hui. Hein. Et c'est le fruit d'un savoir, hein, de toute façon. Hein. Il ne peut pas y avoir de technologie s'il n'y a pas quelqu'un qui s'est penché dessus pour dire ok, comment ça fonctionne, comment est-ce que je peux aider les gens à faire ça, ou comment est-ce que je peux me faire un peu d'argent. Les deux étaient bonnes. Ouais. Bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour sur pas mal de techno et de savoir qu'on retrouve en aquario. C'était un format qui était un peu plus long que d'habitude. Ah il va être long. Hein, donc déjà, je compte sur vous pour nous dire si c'est bon les formats aussi longs, si ça vous plaît, si vous aimez qu'on discute entre nous et qu'on partage avec vous. Et si c'est le cas, on en refera d'autres. Et voilà. Si c'est pas le cas,
Si vous êtes endormi et tout, bon, si vous avez bien dormi... C'est le moment de se réveiller, là. Ça marche aussi. Voilà. On met pause, on s'abonne, mais on va se coucher. Ça y est, c'est l'heure. Si vous êtes pas endormi, vous êtes resté avec nous, déjà merci. Bah ouais. Parce que franchement, c'est cool. Nous, je pense qu'on s'est régalé. Moi, personnellement, je me suis régalé un petit peu échangé, c'est cool aussi. Voilà. Parce qu'on travaille ensemble, mais on n'a pas forcément le temps de discuter. Là, non, effectivement. C'est un peu posé. En fait, on n'était pas tout à fait parti sur ce format et on s'est laissé entraîner, donc c'est cool. Ouais. Et moi, ça m'a plu, ça t'a plu. Je pense qu'on peut dire au revoir. Allez, et puis écoutez, à la prochaine.